Le miel a une image presque parfaite. Depuis des générations, on l'associe à quelque chose de doux, de rassurant, de naturel. On le met dans une tisane, on le prend pour la gorge, on l'utilise quand on veut éviter quelque chose de plus fort, et on a souvent l'impression qu'avec le miel, on choisit forcément le bon côté. Le côté simple. Le côté sain. Le côté sans risque. Pourtant, les sources de santé sérieuses disent quelque chose de plus nuancé. Le miel peut être utile dans certains cas précis, mais il ne convient pas à tout le monde, il ne remplace pas un traitement quand il est nécessaire. Il y a aussi des situations où il faut être prudent. Et c'est justement là que le sujet devient intéressant. Parce que beaucoup de personnes ne se trompent pas sur le miel parce qu'elles sont négligentes. Elles se trompent parce qu'elles le surestiment. Elles lui demandent trop. Elles le voient comme un petit remède universel, alors qu'en réalité il faut poser une question beaucoup plus intelligente. Le miel est intéressant, oui, mais pour qui, dans quel contexte, et avec quelles limites? Les données actuelles montrent par exemple qu'il peut aider à calmer certains types de toux, surtout chez l'enfant de plus d'1 an et chez certains adultes, mais qu'il ne faut jamais en donner aux bébés de moins de 12 mois à cause du risque de botulisme infantile. Dans cette vidéo, on ne va donc pas faire l'erreur classique. On ne va pas dire que le miel soigne tout. On ne va pas dire non plus qu'il ne sert à rien. On va faire beaucoup mieux que ça. On va regarder où le miel a une vraie place, où son intérêt est surtout traditionnel, où il faut être prudent, et surtout comment l'utiliser avec bon sens. Parce qu'en santé naturelle, la vraie maturité commence le jour où l'on arrête de confondre naturel avec parfait. Le miel rassure parce qu'il est familier. On le connaît depuis l'enfance. Il est associé aux infusions, aux soirées d'hiver, au rhume, aux recettes maison, à la douceur. Il n'a pas l'image agressive d'un médicament. Il n'a pas non plus l'image sophistiquée d'un complément moderne. Il semble simple. Et cette simplicité lui donne une force énorme dans l'imaginaire collectif. Pourtant, cette réputation ancienne ne suffit pas à prouver tous les bienfaits qu'on lui prête aujourd'hui. Les organismes spécialisés dans les approches complémentaires rappellent justement qu'il faut distinguer la tradition, l'usage courant et ce que la science a réellement confirmé. Ce qui renforce encore cette fascination, c'est que le miel donne un effet immédiat. Tu le prends, et tu ressens tout de suite quelque chose. La gorge semble plus douce, l'irritation paraît moins agressive, la bouche et le pharynx sont mieux tapissés, et la sensation de calme revient un peu. Cette expérience concrète explique pourquoi tant de gens lui font confiance. Et sur ce point, il y a effectivement une base raisonnable. Les sources du NHS, de la Mayo Clinic et du NCCIH reconnaissent qu'il peut aider à calmer une toux ou à apaiser la gorge dans certains contextes. Mais il faut faire très attention à ce que cette sensation immédiate veut dire. Se sentir soulagé ne veut pas dire que le miel a traité la cause du problème. Il a pu apaiser un symptôme. C'est déjà utile, mais ce n'est pas la même chose qu'un traitement complet. Et c'est précisément cette confusion qui fait naître les exagérations. Le miel peut être intéressant. Le miel peut être apaisant. Mais le miel n'est pas automatiquement la réponse entière au problème. S'il y a un domaine dans lequel le miel a probablement la réputation la plus justifiée, c'est la toux légère liée au rhume, surtout la toux nocturne. Le NCCIH explique qu'un petit volume de recherche suggère que le miel peut aider à diminuer la toux nocturne chez les enfants. Le NHS dit qu'une boisson chaude au citron et au miel peut avoir un effet comparable à celui d'un sirop contre la toux, même si les preuves restent limitées. La Mayo Clinic rappelle également que plusieurs études sur le rhume suggèrent que le miel peut calmer la toux chez les adultes et chez les enfants de plus d'1 an. Cela ne veut pas dire que le miel est supérieur à tout le reste. La Mayo Clinic note d'ailleurs que la recherche n'a pas montré qu'il était meilleur que tous les autres traitements contre la toux chez l'adulte. Le bon message n'est donc pas « le miel est le remède absolu ». Le bon message, c'est plutôt, dans certaines toux simples, surtout liées au rhume, le miel peut être une option utile pour apaiser, surtout le soir, et améliorer le confort. C'est une nuance importante, mais c'est cette nuance qui rend le discours crédible. Et c'est ici qu'on peut répondre à la question « pour qui ?» une première fois. Le miel semble surtout intéressant pour les personnes qui cherchent un soulagement symptomatique simple d'une gorge irritée ou d'une toux liée au rhume, en particulier chez les enfants de plus d'1 an et chez certains adultes. Il ne remplace pas une évaluation médicale si la toux dure, s'aggrave, s'accompagne d'essoufflement, de douleurs thoraciques, de fièvre importante ou d'un état général qui se dégrade. Mais dans un cadre simple, il peut être un soutien raisonnable. S'il y a une chose à retenir sans ambiguïté, c'est celle-ci, le miel ne doit jamais être donné à un enfant de moins de 12 mois.
Le CDC est très clair, le miel donné aux enfants de moins de 12 mois peut provoquer un botulisme infantile, une intoxication grave. Le NHS dit aussi que le miel doit être complètement évité avant l'âge d'1 an. Et les ressources cliniques sur le botulisme infantile rappellent que cette maladie apparaît après l'ingestion de spores de bactéries capables ensuite de produire une toxine dans l'intestin du nourrisson. C'est une règle qui ne supporte pas d'exception bricolée. Pas juste un peu. Pas dans une tisane. Pas sur une tétine. Pas parce que c'est artisanal. Le CDC a même rappelé en 2026 que le miel et les produits à base de miel, y compris certaines sucettes ou tétines au miel, ne sont pas sûrs pour les nourrissons. C'est probablement le point le plus important de toute cette vidéo, parce qu'ici on ne parle pas d'une simple préférence, on parle d'une vraie question de sécurité. Donc si quelqu'un te demande, le miel est-il un remède naturel intéressant, la réponse commence par une limite très nette, jamais pour les bébés de moins d'1 an. C'est justement parce que le miel peut être intéressant dans certains contextes qu'il faut aussi être capable de dire clairement quand il ne faut pas l'utiliser du tout. Il existe une autre réputation du miel qui circule énormément, l'idée qu'il aiderait contre les allergies saisonnières, surtout s'il est local. C'est une histoire séduisante. On imagine que le miel local exposerait le corps à de petites quantités de pollen, et qu'il habituerait progressivement l'organisme. Le problème, c'est que les sources sérieuses ne soutiennent pas cette idée. Le NCCIH dit clairement qu'il n'existe pas de preuves scientifiques convaincantes que le miel soulage les allergies saisonnières. C'est un très bon exemple de ce que j'appelle une croyance naturelle élégante. Elle semble logique. Elle semble douce. Elle semble cohérente avec l'idée de nature. Mais quand on regarde la science, elle ne tient pas vraiment. Cela ne veut pas dire que quelqu'un n'a jamais l'impression personnelle que cela l'aide. Cela veut dire qu'on ne peut pas présenter le miel comme une solution crédible contre les allergies saisonnières sur la base des données actuelles. Donc, deuxième réponse à la question, pour qui? Pas pour les personnes qui cherchent un traitement fiable contre les allergies, en tout cas pas sur la base des preuves actuelles. Ici, il faut éviter les promesses trop belles. Le miel a déjà assez d'intérêt réel dans certains domaines, il n'a pas besoin qu'on lui attribue des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est un point que beaucoup de vidéos oublient complètement, le miel a beau être naturel, il reste un aliment très riche en sucre. C'est précisément pour cela qu'il peut donner une sensation agréable, rapide, enveloppante. Mais cette même réalité impose une certaine modération, surtout chez les personnes qui surveillent leur glycémie, leur apport total en sucre, ou qui essaient de mieux contrôler leur alimentation. Les sources cliniques de la Mayo Clinic rappellent que le miel peut être étudié pour certains usages, mais cela n'en fait pas un produit libre de toute contrainte nutritionnelle. Autrement dit, le miel n'est pas une eau médicinale. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut verser partout, tout le temps, en se disant que comme c'est naturel, cela ne compte pas. Le bon usage du miel est souvent ponctuel, ciblé, raisonnable. Le problème commence quand on transforme un petit soutien utile en habitude automatique, abondante, quotidienne, sans recul. Donc, troisième réponse à la question, pour qui, le miel peut convenir à certaines personnes comme apport ponctuel ou comme soutien symptomatique, mais il n'est pas idéal pour une approche naïve du type « plus j'en prends, mieux c'est ». La qualité d'un remède naturel dépend aussi de sa place, de sa dose et de son contexte. Le miel n'est pas problématique seulement à cause du botulisme infantile ou de sa teneur en sucre. Le NCCIH rappelle également que les personnes allergiques au pollen ou aux piqûres d'abeilles peuvent aussi être allergiques au miel. Ce point est très important, parce qu'il va à l'encontre de l'image du miel comme produit universellement doux. Un produit peut être naturel, agréable pour beaucoup, et pourtant mal toléré chez d'autres. Cela ne veut pas dire que le miel est dangereux pour tout le monde. Cela veut dire qu'il faut sortir d'une logique absolue. Le miel n'est pas bon pour tous. Il n'est pas mauvais pour tous. Il est contextuel. Et c'est précisément ce regard nuancé qui manque souvent dans les discours trop simplistes sur la santé naturelle. Il y a un autre sujet qui mérite d'être distingué clairement, l'usage médical du miel dans certains produits spécialisés. Certaines recherches et certaines préparations médicales à base de miel existent dans le domaine des soins, y compris pour certains usages topiques très spécifiques. La Mayo Clinic évoque par exemple des données sur des collyres médicaux contenant du miel pour certaines situations ophtalmiques, et des utilisations étudiées pour la santé cardiovasculaire ou d'autres domaines. Mais il faut dire les choses clairement, ce n'est pas parce qu'un miel médical existe dans un cadre précis qu'il faut transformer le miel alimentaire de la cuisine en outil de soin à faire soi-même pour tout. C'est un piège fréquent.
On lit qu'un produit à base de miel a été étudié dans un cadre contrôlé. Puis on conclut, donc mon miel artisanal à la maison fera pareil. Ce raccourci n'est pas sérieux. Un produit médical formulé n'est pas équivalent à un aliment courant utilisé sans encadrement. Donc, quatrième réponse à la question, pour qui, oui, le miel peut exister dans des usages médicaux spécifiques, mais cela ne veut pas dire qu'il faut improviser ces usages chez soi sans distinction. Si l'on résume tout de façon claire, la meilleure réponse n'est ni pour tout le monde, ni pour personne. Le miel est surtout intéressant pour les personnes qui cherchent un soutien simple et ponctuel pour apaiser une gorge irritée ou une toux légère liée au rhume, notamment chez les enfants de plus d'1 an et chez certains adultes. Il peut aussi avoir une place dans une routine de confort, à condition de rester raisonnable sur les quantités et lucide sur ce qu'il fait réellement. Il n'est pas intéressant comme solution crédible contre les allergies saisonnières au vu des preuves actuelles. Il n'est pas acceptable pour les nourrissons de moins d'1 an. Et il demande de la prudence chez les personnes qui ont certains terrains allergiques ou qui doivent surveiller de près leur consommation de sucre. Autrement dit, le miel est un remède naturel intéressant, mais seulement quand on lui donne la bonne place. Pas celle d'un miracle. Pas celle d'un réflexe universel. Mais celle d'un outil simple, limité, parfois utile, et qui doit être utilisé avec discernement. Au fond, le miel est un excellent exemple de ce qu'il faut comprendre en santé naturelle. Un produit naturel peut être réellement intéressant sans être magique. Il peut avoir une place crédible sans être adapté à tout le monde. Il peut aider dans certaines situations et être formellement déconseillé dans d'autres. Les sources actuelles soutiennent bien l'idée qu'il peut soulager certaines toux, surtout chez les enfants de plus d'1 an, mais elles rappellent aussi qu'il est interdit avant 1 an à cause du botulisme infantile, et qu'il n'existe pas de preuves convaincantes pour les allergies saisonnières. Donc la vraie bonne question n'est pas « Est-ce que le miel est bon ?» La vraie question, c'est « Est-ce qu'il est pertinent ici, pour cette personne, dans cette situation ?» Et s'il fallait résumer toute cette vidéo en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Le miel peut être un bon allié de confort, mais il ne devient un vrai bon choix que lorsqu'on sait exactement à qui il convient, et à qui il ne convient pas.